Alors, bonsoir à tous. Un retardataire qui nous rejoint. Grégory sera présent. Donc, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci, comme à chaque fois, je dis un petit mot pour les gens qui nous visualisent sur le site de la ville. Environ, selon les retours de Boris, selon les différents conseils qui se sont déroulés, il y a entre 65 et 85, 90 personnes qui consultent, qui suivent le conseil municipal. Donc je les remercie. Pas tous en même temps, hein, c'est sur la durée du conseil municipal. Je crois qu'au fil régulièrement, il y en a à peu près une quinzaine qui sont branchés. Pour que vous qui nous regardez puissiez suivre les débats de manière un peu plus simple, parce que c'est pas toujours simple de suivre quand on n'a pas les textes. Boris de la communication vous a joint sous la vidéo que vous êtes en train de regarder le lien pour avoir le document, la note de synthèse, je crois, l'ordre du jour et le rapport d'orientation budgétaire sur lequel on va parler dans quelques instants. Alors, je vais faire l'appel. Du coup, présent. Valérie. Présent. Hugues. Présent. Sarah Berg. Pascal Martin. Sylvie Pocobza. Didier Mézières. Sabine Jamet. Christophe Van Deneken, je l'ai vu. Dominique Nocture. Daniel Dess, pouvoir à Olivier Dupont. Michel Fraioli, Roger Hadot, Grace Ribeiro, Sylvain Benayoun, Karine Gauthier-Janot, pouvoir à Valérie Lecomte, Laurent Graft, Radia Tiglit, pouvoir à Olivier Dupont. Les circonstances depuis le début de la crise sanitaire autorisent 2 pouvoirs par personne. Yvan Dauer, présent. Anne Sotti, Grégory Philippe, Sophie Baquet, Jacques Bayeux, absent, pouvoir Hugues Brissot, Anna-Maria Cheta, Gilles Deveau, absent. Tu as un pouvoir? Pas de pouvoir. Clarisse Paulet, présente. Laurence Bernard, présente. Fabien Bignolet, présent. Et Aude Misnard, excusez, pouvoir à Laurence Bernard. Alors, comme à chaque fois, nous allons désigner un secrétaire de séance. Lors du dernier conseil du 28 janvier, c'était Didier qui était secrétaire. Qui se propose? On a déjà eu Hugues, on a eu Sarah, Didier et Grace. Au hasard, je verrai bien Laurent. Est-ce que Laurent est d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Merci. Merci Laurent, c'est un gros travail et une grosse responsabilité, tu verras. Alors, je vous invite à prendre votre note de synthèse pour descendre les quelques décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil, en vertu des pouvoirs que vous m'avez accordés. La décision de 2021 du 18 janvier. Pardon? L'approbation du PLU. Je l'ai marqué. Procès verbal. Approbation du procès verbal du CM du 28 janvier. Est-ce que quelqu'un a des remarques à faire? Laurence. Bonjour à tous. En fait, on a des remarques à faire qui sont des ajouts d'infos. Est-ce que vous voulez qu'on les fasse maintenant ou Qui sont des ajouts d'infos? Est-ce que on va en procéder au vote du PV, donc s'il y a des remarques à faire, oui, c'est maintenant avant le vote. Oui. D'accord. Alors, une remarque au sujet de la première question diverse qui avait été abordée dans le précédent conseil. Dans la fonction publique, les CDD sont applicables 2 fois 3 ans. Et à la fin des 6 ans... Est-ce que tu peux t'approcher du micro, s'il te plaît? Oui, c'est le micro qui va s'approcher même. Et la page... C'est la première question dans les questions diverses. Alors c'est à la fin. Donc dans la fonction publique, les CDD sont applicables 2 fois 3 ans. Et à la fin des 6 ans, le contrat s'arrête ou alors on transforme en CDI.
Il semblerait que des enseignants de l'EMM soient toujours depuis plus de 10 ans en CDD. J'ai pas l'info, Muriel. Est-ce qu'il fonctionne votre micro? Il y en a un des deux qui n'a plus de pile, mais je crois qu'on va... Sauf si c'est leur choix, bien sûr. Hein. C'est autre chose. Excusez-moi, vous m'entendez? Non, c'est pas une question de choix. C'est une question surtout, c'est pas le fait de ne pas avoir le diplôme d'État, c'est le fait qu'elles n'ont pas le concours. Le concours est obligatoire dans cette filière pour pouvoir être titularisé. Voilà. On leur a déjà indiqué à plusieurs reprises. Malheureusement, ce n'est pas un choix de la collectivité, c'est une obligation réglementaire. Voilà. Mais le règlement impose statutaire, hein, c'est pas le règlement de la ville. Oui, mais normalement, la loi impose 2 CDD maximum. Alors, il y a eu plusieurs étapes pour cette filière-là. Hein. C'est pas aussi simple que cela. On pourra apporter des réponses plus détaillées qu'on a déjà indiquées à plusieurs reprises sur d'autres conseils municipaux précédents. On fera un état détaillé que je demanderai par la RH pour que les choses soient une fiche bien précise du déroulé de ces opérations, sachant que ça remonte déjà même encore à 2012, où il y avait la loi Sauvadet qui avait eu pour objectif de résorber les contrats à durée déterminée. Il y avait des prérequis à cette époque-là d'ancienneté que n'avaient pas les enseignants de l'école de musique qui étaient présents. Et ensuite, il y a eu d'autres maniements. Dernièrement, ça date de 2019, et c'est ce qui permet de permettre maintenant peut-être une nouvelle résorbation des CDD. C'est pour ça que nous avons pu là, en septembre 2020, leur octroyer un CDD de 3 ans et non plus d'1 an comme c'était fait précédemment. Au deuxième renouvellement, il y a de fortes chances, et nous l'espérons, qu'il y ait une CDIsation. Voilà. Pas d'âge. Il n'y a personne qui soit là depuis une dizaine d'années, qui soit à son troisième CDD. Alors, le souci, c'est que ça n'a pas été 10 ans continus. C'est ce qu'il faut se dire quand même. Pendant des années, ils ont eu des contrats de 10 mois. Rupture, ils étaient donc aux ACDIC pendant 2 mois, et ils reprenaient une saison scolaire. Remarque suivante. Oui, simplement, c'est la page 2. Donc la décision numéro 44, ça résonne, c'est bizarre, dit que le contrat de cantine est de 189 496 €. Et à la page 14, quand on vous pose la question, vous dites le chiffre 189 502 €. Sachant que le 189 502 € correspondait bien aux 4 composants et le surcoût bio. Donc je voudrais savoir quel est le bon chiffre. On a évoqué ensemble qu'on allait faire une réunion avec la commission environnement pour que je vous réexplique bien la façon dont ça a été fait et le total du marché actuel. Commission, pardon, enfance, oui, pardon, pas environnement. C'était ton ancien mandat. Est-ce que la décision 44 est bonne ou erronée? Moi, j'ai pas en tête le montant exact là, du marché actuel, mais... Vous. Le point sera... Alors, comment ça se passe au niveau du procès verbal? Ça n'empêche pas de mettre une remarque? Non, écoutez, on notera... Pour que les choses soient très claires, on notera une nouvelle fois sur ce procès verbal-là les modifications ou précisions apportées que vous venez de demander. Voilà. Je pense que j'avais un tableau avec moi la dernière fois, que je n'ai pas là, qui est le tableau de la commission d'appel d'offres. Il me semble que dans les membres de la commission d'appel d'offres, il y a une personne, il y a plusieurs élus autour de cette table qui y sont, d'autres qui sont absolument absents aujourd'hui, et qui ont ces éléments-là, si vous souhaitez avoir des précisions, bien avant que je puisse les apporter. Voilà, tout simplement. C'est bien ce que je viens de vous dire. Quand on additionne le total des 4 composants et du surcoût bio, oui, c'est 189 502. Oui. Or, la décision de 189 496, c'est pas beaucoup en différence, mais je veux juste savoir précisément c'est quel chiffre, quoi. C'est peut-être une erreur, alors nous allons regarder cela. D'accord, merci. Alors, vos remarques sont... on
on est sur le vote du procès-verbal, donc vos remarques doivent être sur la forme, pas sur le fond. Sur le fond, Muriel vous a dit qu'on vous préciserait le chiffre, parce qu'on ne l'a pas en tête, et que vous savez qu'on n'a pas la date encore, mais que Sarah va organiser une réunion avec la commission à laquelle vous appartenez pour mettre ça au clair. Autre remarque sur la forme ? Personne. Donc je mets aux voix qui approuve le procès-verbal du conseil municipal du 28 janvier. À l'unanimité, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci à vous. Alors je peux maintenant passer à mes décisions. Décision 2-2021 du 18 janvier. Relative à la sollicitation d'une subvention de 275 312,07 € auprès de la Direction régionale des affaires culturelles pour les travaux de restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, uniquement pour la première tranche, c'est-à-dire la tour du clocher, dont le montant des travaux s'élève à 1 307 289,33 € hors taxe. Décision 3-2021, toujours du 18 janvier, relative à la signature d'un contrat de location de 3 ans pour un appartement situé au 74 rue de Paris, premier étage. Décision numéro 4-2021 du 18 janvier, décision relative à la sollicitation d'une subvention de 10 274,43 € auprès de la région Île-de-France pour l'acquisition d'un véhicule cynotechnique et d'équipement pour la police municipale dans le cadre du dispositif bouclier de sécurité. Décision numéro 5-2021 du 18 janvier relative à la signature d'un contrat pour la maintenance et l'assistance du système informatique de la collectivité pour un coût annuel de 12 000 € hors taxe. Décision 6-2021 du 18 janvier relative au renouvellement d'un contrat de maintenance du logiciel et des terminaux de verbalisation pour la police municipale pour un tarif forfaitaire annuel de 725,37 € hors taxe. Décision 7-2021 du 19 janvier qui rectifie la décision numéro 41-2020 qui était relative à l'exercice du droit de préemption par la commune de Viermes à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce situé au 64 rue de Paris. Le prix est de 15 000 € auquel s'ajoutent 6 000 € TTC d'honoraires du cabinet d'avocats. 1080 € TTC se rapportant aux frais à engager consécutifs à la cession du fonds de commerce et 900 € TTC se rapportant à la reconstitution du dépôt de garantie versé au titre du bail commercial, soit un total de 22 980 € et non 20 000 € comme c'était noté. Décision numéro 8-2021 du 27 janvier relative à la signature d'un bail précaire à usage commercial d'un local situé au 56 rue de Paris pour un loyer mensuel de 950 €. C'est le local de l'ex-librairie. Les autres dépenses, eau, chauffage, électricité, accès au réseau Internet, téléphone, sont à la charge du preneur. Décision numéro 9-2021 du 28 janvier, relative à la signature d'une convention avec un médecin généraliste dans le cadre d'une prestation pour le multi-accueil. Et enfin, la décision numéro 10-2021 du 28, relative à la participation des familles à hauteur de 5 € pour une activité à l'Action Jeunesse de Viermes pour les vacances d'hiver 2021 qui se sont déroulées du 15 au 26 février. Voilà pour les décisions. Alors je vous propose de rentrer dans... Oui, une question ? Oui. Juste une petite question au sujet du bail précaire de l'ancienne librairie. Est-ce que le loyer inclut l'usage de l'appartement ? Oui, c'est un bail global pour tout l'espace. L'appartement sera occupé ? Non, il ne sera pas occupé. Non, je disais, ce qu'il voulait, lui, c'était la surface commerciale, mais on ne pouvait pas décemment dissocier les deux. Donc le prix, effectivement, le loyer était fixé uniquement pour la partie du bas, mais il n'y aura aucune occupation et aucune utilisation même du premier étage. Ça sera difficile de le savoir, compte tenu qu'on accède au premier étage uniquement par le local commercial. C'est justement pour ça qu'on ne peut pas faire autrement. C'est bien la raison pour laquelle on ne pouvait pas dissocier. Donc il peut être utilisé sans qu'on le sache ? Non. Pour aller faire on veillera régulièrement. Mais de toute façon, c'est un bail précaire pour 1 an et demi avant les travaux de la gendarmerie. Donc on ne peut pas non plus leur faire un loyer au prix du marché. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir une activité en attendant et que ce ne soit pas un local fermé.
Alors, je vous propose de rentrer donc dans l'ordre du jour et le gros point de la soirée qui est donc le rapport d'orientation budgétaire que je dois vous présenter ce soir. Depuis la loi NOTRe de 2015, dans les communes de plus de 3500 habitants doit être présenté à l'Assemblée au plus tard 2 mois avant la date du vote du budget primitif, un rapport sur nos orientations budgétaires, notamment les engagements pluriannuels, donc tous les travaux et les investissements que nous prévoyons, sur la dette, la structure de la dette, sur la structure aussi du personnel communal. Et c'est donc l'objet du rapport que je vais vous présenter maintenant. Donc vous avez tous eu le document en pièces jointes. Quelles sont les principales dispositions de la loi de finances pour 2021 ? Dans un premier temps, on vous propose une rapide présentation des décisions qui sont prises au niveau gouvernemental et qui vont influer la vie de notre budget. Le point le plus important que l'on souligne régulièrement est la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, entamée en 2017. À ce jour, il reste 20% des foyers, je crois encore les plus aisés, qui ne sont pas encore exempts de la taxe d'habitation, mais cela devrait venir dans cette année ou dans les années qui viennent. En tout état de cause, vous avez en page 2 le tableau qui vous explique l'impact de la réforme, avec dans le tableau 2 parties, la partie gauche avant la réforme et la partie droite après la réforme. La première colonne, c'est le produit de la taxe d'habitation en 2017 pour la ville de Viarmes, qui s'élevait à 2 10 150 €. Deuxième colonne, le produit du foncier bâti, deuxième taxe locale, le foncier, pour 1 8 156 €. Le total de ces deux taxes faisant 3 18 306 €. La loi dit que nous conservons le même produit après la réforme. Comment ce calcul a-t-il été pensé ? C'est les 4 colonnes que vous trouvez sur la droite. Nous avons le produit c'est la part sur la taxe d'habitation, sur le foncier, pardon. Quand vous payez le foncier, sur votre feuille d'imposition, il y a plusieurs bénéficiaires. Notamment, il y avait les communes et le département. Et la part qui était touchée par le département sera maintenant touchée par les communes. C'est l'objet de la première colonne que vous voyez dans la partie de droite. Produit du foncier bâti départemental transféré à la commune, 1 94 790 €. Quand on additionne cette part de foncier bâti départemental avec le foncier bâti que nous touchions, c'est la colonne 2, nous percevons un produit de 2 102 946, ce qui ne correspond pas à ce que l'on touchait, puisque la somme était de 3 18 306. La loi prévoit donc un coefficient correcteur, avant-dernière colonne, qui nous permet de retomber sur le total de 2017. Nous maintenons donc nos ressources, mais selon l'exercice 2017. Vous savez que je vous le dis souvent que l'évolution d'une taxe, c'est un taux multiplié par une valeur locative du bien dans lequel nous sommes, on habite, et que même si on ne touche pas au taux, la valeur locative évolue tous les ans, régulièrement depuis quelques années de 0,9 à 1,1%. Donc le produit fiscal annuel évoluait chaque année. Là, vous voyez que nous touchons la même somme qu'en 2017. En dessous, un point sur les dotations d'État. La plus importante, la dotation globale de fonctionnement. C'est une dotation qui est directement versée par l'État aux communes pour pouvoir exécuter notre budget et nos dépenses de fonctionnement. Depuis un certain nombre d'années, la DGF est en baisse. Nous avons perdu, je n'ai pas les chiffres en tête, mais si on cumulait depuis quelques années, on n'est pas loin plusieurs centaines de milliers d'euros, ça j'en suis convaincu. En tout cas, cette année, la baisse a l'air stoppée, puisque qu'à celle de 2020. D'autres dotations qui viennent compléter la DGF, c'est les deux autres que vous voyez en dessous, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation, qui sont stables également. Là aussi, c'est des dotations d'État qui nous sont versées.
En dessous, le Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR. Ça, c'est une péréquation horizontale. Pour faire court, les communes aisées participent et aident à l'équilibre du budget des communes moins aisées. Et le FNGIR, nous verrons tout à l'heure que nous sommes contributeurs à ce fonds et que chaque année, il y a plus de 300 000 € qui sont reversés par la commune de Viarmes à d'autres communes. Le Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, le FSRIF, qui n'est pas d'augmentation prévue cette année. Là, nous sommes bénéficiaires. Nous recevons de l'argent de ce fonds. Ensuite, les dotations de soutien à l'investissement local, la DECIL et la dotation d'équipement aux territoires ruraux, la DETR. Ce sont des dotations auxquelles nous faisons appel chaque année. La DETR, on devrait déposer un dossier de subvention pour l'agrandissement du restaurant scolaire. C'est une dotation qui est d'environ de 30 à 40%, donc loin d'être négligeable, mais plafonnée à 350 000 € par dossier. Donc le restaurant scolaire, on est aux alentours de 600 ou 650 000 €, donc la subvention sera plutôt nette aux alentours de 20 à 25%. Enfin, la DECIL, la dotation de soutien à l'investissement local, on fera appel aussi à cette dotation cette année, probablement pour la rénovation de l'église et pour la mise en place de la fibre noire. Enfin, le plan de relance sanitaire, c'est un complément à la dotation de soutien à l'investissement local. C'est un fonds qui est porté à 1 milliard d'euros et qui aide aussi au soutien de l'activité pendant la crise sanitaire. Voilà pour le tableau, si je puis dire, tel qu'il est dressé par le gouvernement et par rapport aux grands mouvements financiers qui nous sont versés ou que nous reversons. Si on revient maintenant au niveau local, en page 4, les résultats provisoires de la commune de 2020. Donc là, on va rentrer dans un certain nombre de tableaux avec beaucoup de chiffres. Je vais essayer d'être simple et synthétique. Sur ce premier tableau des résultats, on va se concentrer sur 2020, puis vous pourrez faire le comparatif sur les 3 exercices précédents. Donc le résultat de notre section de fonctionnement de 1 766 317 € et 14 centimes. Les investissements, un déficit de 746 927 € 38. Et les restes à réaliser d'investissement, donc des investissements qui étaient notés au budget 2020, qui sont démarrés mais non terminés. Et donc c'est des sommes qui restent à dépenser, un déficit de 685 331 € 70, soit un déficit sur nos investissements de 1 432 259. Cette somme, ce déficit, nous avons l'obligation de le couvrir par notre excédent de fonctionnement. Donc, des 1 766 317, nous proposons de verser à l'investissement la somme de 1 435 000 pour couvrir ces déficits. Et le solde de notre résultat de fonctionnement, qui s'élève à 331 317, nous vous proposons de le laisser dans notre section de fonctionnement et venir aider à l'équilibre de notre budget de fonctionnement 2021. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? C'est un rapport qui, normalement, donne lieu à un débat. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est assez complexe. Quelles sont les orientations budgétaires 2021? Donc, nous allons d'abord voir notre fonctionnement par les recettes et les dépenses de fonctionnement, puis les recettes et les dépenses d'investissement. Les recettes de fonctionnement, le tableau du bas, page 4. Pareil, je vais me concentrer sur les colonnes de droite. Vous voyez que nous prévoyons des produits des services en hausse de 8,57%. Je reviens quand même sur les 2 colonnes grisées juste avant. Vous voyez un moins 38,87 sur les produits des services pour la commune 2020. C'est l'expression en pratique et réelle de la crise sanitaire. Nous avons des dépenses en moins en face aussi, hein, mais une baisse de pratiquement 40% des produits de nos services liés à la crise. Pour les impôts et les taxes, une augmentation de 6,09% de nos ressources fiscales. Les dotations et participations, habituellement, on est prudent, on monte un budget prudent. Ça sera des bonnes surprises si les dotations, les subventions sont
supérieur à ce que nous étions en droit d'attendre. Donc on propose un moins 8,73% sur nos dotations. Produits de gestion courante, là on rentre dans des chiffres plus petits, plus 13% sur le budget. Et donc la ligne grise tout en bas, une augmentation de notre budget dépenses de fonctionnement de 2,48% à 6 156 865 €. Donc ça vous donne une idée du budget de fonctionnement de la commune de Viermes, uniquement pour sa partie fonctionnement, de 6 156 865 €. Sur la... Oui. Petite question au niveau des taxes. Le rappel du budget 2020 sur impôts et taxes fait état de 3 799 457 et les perspectives 2021 à plus de 4 millions. Il y a donc à peu près 200 000 € d'écart. C'est dû à quoi, cette perspective-là? C'est l'évolution des bases, principalement. Il n'y a pas de... On en parlera après, mais on ne touche pas du tout au taux de la fiscalité locale. Donc c'est le jeu des bases dont je vous faisais part tout à l'heure. D'accord, merci. La fiscalité directe, en haut de la page 5, tableau bien complet également. Sur la première ligne, la taxe d'habitation, les quelques lignes de droite, vous voyez qu'en 2020, nous avons la taxe d'habitation. La commune a reçu 1 920 194 €. Et vous voyez que les perspectives 2021 sont mises à zéro, puisque la taxe d'habitation n'existe plus pour nous cette année. Mais vous voyez aussi que sur la ligne d'en dessous, taxe foncière, le réalisé 2020 était à 1 8 156 €. Et là, les perspectives sont à 3 18 306 €. Alors évidemment, ça n'est pas que nous explosons le taux, et je rassure les citoyens et vous-même autour de la table, il n'y a pas d'augmentation des taux. C'est l'effet de ce que je vous signalais tout à l'heure, de la part de la taxe foncière du département qui est ramenée à la commune. Sur le foncier non bâti, c'est une assiette qui est très faible, 31 000 €. La cotisation foncière des entreprises, donc les taxes payées par les activités économiques, 201 930 € en perspective. On a laissé identique à l'an dernier. La CVAE, qui est là aussi une contribution, mais c'est seulement sur les entreprises qui doivent faire, je crois, plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc la CVAE, 102 000 €. La taxe sur les surfaces commerciales, 34 000 €, en hausse de 18%. Et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, 7 271 €. Donc une fiscalité directe prévue en 2021 à 3 395 906 pour un réalisé 2020 de 3 296 471. Alors attention, les perspectives 2021, c'est un chiffre que nous allons utiliser pour monter notre budget primitif. Mais comme son nom l'indique, c'est un budget primitif, prévisionnel, qui évolue et qui vit toute l'année. Alors que sur la colonne de gauche, le montant réalisé, c'est les sommes qui, effectivement, ont été perçues par la commune. En dessous, le reversement FNGIR, je vous le mentionnais tout à l'heure, donc nous reversons 359 952 €, et le FPIC, une autre dotation péréquation horizontale, nous contribuons également de 76 369 €. Donc une fiscalité nette attendue en 2021 de 2 959 585 €. En 2021, nous n'envisageons pas d'augmenter les taux de la fiscalité. La taxe d'habitation va donc disparaître. La taxe foncière sur les propriétés bâties, donc là c'est un point important, il nous faudra communiquer dessus, puisque le taux que vous allez voir apparaître sur vos feuilles d'impôt sera de 32,89% contre 15,71% actuellement. Ce n'est pas une augmentation des taux, je pense que la communication sera importante sur ce point, ça va faire bondir certains. C'est la part du département qui vient se cumuler au taux communal, 15,71 plus le taux du département qui était de 17,18, ce qui fait 32,89%.
La taxe foncière sur le non bâti, 77%, donc ça fait peur, mais vous avez vu, c'est tout petit, c'est 31 000 euros pour la commune annuelle. Et la CFE, le taux est inchangé à 22,02%. Les impôts issus des activités économiques sont proposés au même montant que le réalisé 2020, sauf pour l'estimation du montant de la CVAE qui nous sera transmise ultérieurement par les services fiscaux. Ça, c'était pour la fiscalité directe, les impôts locaux. Il y a aussi une fiscalité indirecte qui est composée notamment de la taxe sur les droits de mutation. Les recettes encaissées sont très variables d'une année à l'autre. Vous voyez les chiffres, 289 000 euros en 2020, 352 000 euros en 2019, 359 000 euros en 2018. Donc là, au budget, nous inscrirons le chiffre prudent de 250 000 euros. La taxe sur les pylônes électriques a été révisée en fonction des montants fixés pour 2021, soit 140 000 euros contre 137 000 l'an dernier. Après une légère remontée en 2020, le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France se stabilise et son estimation est prévue à 187 000 euros pour la commune. Enfin, la taxe locale sur l'électricité, fixée à 4% depuis un certain nombre d'années, peut-être 5-6 ans, peut-être un peu plus vieux maintenant, reste constante aux alentours de 50 000 euros par an. Est-ce que sur la fiscalité, vous avez des questions? On paye trop d'impôts, pas assez? Dites-moi, qui va oser? Dotations et subventions. Donc nous continuons sur nos recettes de fonctionnement. Nous pouvons fonctionner au quotidien sur les services que nous proposons et nous pouvons investir aussi grâce à nos partenaires qui nous allouent des dotations. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez la dotation globale de fonctionnement à 590 000 euros, l'ADSR à 300 000 euros, l'ADNP à 110 000 euros, le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, donc c'est des vieux termes, pour 30 000 euros. Donc les dotations et participations attendues en 2021 s'élèvent à 1 030 000 euros. La première ligne du tableau, l'allocation compensatrice TH, vous voyez qu'en perspective 2021, le chiffre est à 0. C'est parce que ces 89 956 € qu'on a réalisés en 2020 sont inclus dans la recette que je vous ai présentée tout à l'heure avec la réforme de la taxe d'habitation. Donc ce n'est pas une perte, on les touche quand même, mais ils apparaissent à un autre endroit du budget. Les subventions de fonctionnement, principalement la caisse d'allocation familiale qui intervient sur le contrat enfant-jeunesse, tout ce qui est jeunesse, le REAP, le conseil départemental qui intervient au niveau de subventions pour l'occupation des gymnases au niveau du collège Blaise Pascal, des subventions également de fonctionnement sur l'école de musique. Le solde des prestations de services versées par la CAF au regard des données d'activité 2020 des structures est revu à la baisse en raison de la fermeture des structures en 2020, durant le confinement. Manque à gagner prévisible environ de 49 000 euros en 2021. Il est important de souligner tout de même que nous avons été aidés par nos partenaires puisque dans le but de soutenir les structures petite enfance et pour faire face à la diminution de l'activité, une aide exceptionnelle a été subventionnée par la CAF, la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise. La commune a pu bénéficier d'une aide dans ce dispositif de 73 000 euros, essentiellement pour le multi-accueil. Les autres recettes de fonctionnement, le chapitre 70, c'est les recettes qui proviennent des services rendus par la commune, les restaurations scolaires, l'accueil de loisirs, la garderie périscolaire, le multi-accueil, l'animation senior, l'école de musique. Le fait de vous les citer vous montre à quel point nous sommes actifs dans les services proposés. Le montant prévisionnel réalisé en 2020, qui était de 431 000 euros par rapport aux inscriptions budgétaires, qui étaient, elles, à notre BP l'année dernière de 575 000 euros, est le reflet de l'impact de la crise sanitaire et de la fermeture des structures. En 2021, remise à niveau des différents tarifs des services communaux envisagés pour septembre 2021, refacturation aux communes signataires de la Convention dans le cadre de la création de la police pluricommunale estimée sur 9/12 d'année à 40 000 euros cette année.
Enfin, dernière recette, le chapitre 75, c'est essentiellement la location de la salle Maspoli, qui a été inexistante en 2020. Le montant des locations habituellement était aux alentours de 13 000 € annuels. Nous avons prudemment mis un petit chiffre de 2 000 € en 2021, même à voir si ce chiffre-là n'est pas excessif, vu la façon dont c'est parti. Également dans ce chapitre, le parc locatif qui représente un produit, donc l'ensemble des appartements détenus par la commune, un produit annuel de 80 000 € pour 2021. La commune enregistrera en 2021 aussi les recettes locatives du nouveau bail commercial signé au niveau de l'ancienne librairie et j'espère aussi au niveau du 9 rue de Paris, le primeur. Voilà pour les recettes de fonctionnement prévues pour 2021. Toujours pas de questions. Valérie? Non? C'était pour te ramener. Oui, Grâce. Prends le micro s'il te plaît. 000 € qui est donc... Approche-toi. Alors là, c'est vraiment un budget prévisionnel. On imagine que là, le 4e agent arrive samedi. Il devait être parmi nous dès lundi, mais un problème personnel ne lui permettra de nous rejoindre que samedi. Donc nous sommes maintenant à 4 agents. Le véhicule a été livré. Le chef de police a quasiment vu toutes les communes concernées. Et on envisage un début du service effectif à partir du 15 avril. Donc après, c'est un calcul savant fait, de avril à décembre, en gros, si on travaille bien. Et peut-être que le service va même monter en puissance, donc ce sera plus. Mais bon, il faut bien faire une prévision, quoi. Donc c'est, oui, les prestations versées par les communes, absolument. On t'a pas entendu. Mais tu as dit, je trouve ça peu. Non, c'est pas 6 mois, c'est le 9/12e. Ouais, alors vous savez comment c'est construit, hein. Les services financiers, Véronique à la mairie a fait un détail très précis du coût horaire d'un policier municipal en intégrant tout, absolument tout, le chien, les croquettes du chien sont dedans, tous les armements, tout y est, les investissements y sont aussi avec les amortissements, tout y est, et on arrive à un coût horaire d'un agent mis à disposition. Et c'est en fonction des demandes des communes. Là, on doit être aux alentours de, je ne sais pas si Didier a le chiffre, aux alentours de 1600 heures pour l'instant, demandées par les autres communes, soit environ l'équivalent d'un poste pour l'instant, demandé par les communes. De mémoire, je ne sais pas si Didier, tu as le chiffre, on doit être aux alentours de 36 € de l'heure pour un agent en journée. Vous l'avez, Muriel? 32,12 € en journée et 56,14 € en heure de nuit. Et pas mal de communes, vous voyez, rien que ça, Grâce, on ne peut pas imaginer, parce qu'il y a des communes qui vont demander beaucoup de nuit, donc on facturera des 56, et puis d'autres des missions de jour où on facturera des 32, donc c'est un peu délicat, quoi, de prévoir une somme précise. C'est prudent. J'espère bien que ce sera plus. Laurent. Est-ce que toutes les communes sont intéressées? Combien de communes se sont manifestées? 6 en plus de nous. Alors si je les cite, Asnières, Seugy, Chaumontel, Luzarches, Saint-Martin, Bellois et Vilaine. 7. Plus nous. 8. Donc. Sur l'ensemble des communes concernées par cette police intercommunale, combien y a-t-il de policiers municipaux en intégrant les PM qui sont sur les communes? Alors nous, pour l'instant, on est 4, donc on ne sera certainement pas assez, mais on ne va pas s'amuser à augmenter les effectifs s'il n'y a pas la demande en face. Donc j'attends que le chef de police ait fait le tour des popotes, si je puis me permettre, pour avoir vraiment une vision exacte de ce qu'ils veulent. Donc ils vont nous préciser les missions de jour, de nuit, présence par exemple pour leur 14 juillet, une présence pour leur brocante, des présences pour leurs différentes manifestations. Tout ça fera un total et en fonction de ça, le chef de police va me proposer un planning. Et puis il me dit ça passe pas, ben, si ça passe pas, on embauche. Hein. On embauche, donc on va faire gonfler notre 0,12.
Et on recevra des recettes, mais qui n'apparaîtront pas. Le 0,12, c'est le chapitre qui comptabilise la masse salariale de la commune. Donc ce chapitre-là va gonfler. Mais les recettes qu'on aura apparaîtront en chapitre 75, je crois. Et donc elles n'apparaîtront pas dans le 0,12. Donc le 0,12 sera brut. Que dire d'autre? Nos policiers vont travailler avec les policiers aussi qui sont déjà présents dans les communes. Asnières n'en a pas, Saint-Martin en a une, Bellois en a un, Vilaine n'en a pas, Seugy n'en a pas, Luzarches a son chef de police et Chaumontel doit en avoir 2. Donc les missions seront communes sur place. Mais seuls, pour l'instant, tout ça peut évoluer, pour l'instant, seuls nos agents seront habilités par une convention à aller exercer leur talent sur les communes voisines. Les policiers municipaux des communes voisines, pour l'instant, ne font pas partie de la police pluricommunale, donc ne pourront pas venir travailler à Viarmes. Oui, merci. Donc ça veut dire que sur les 4 policiers municipaux qui sont embauchés sur Viarmes, on peut faire une estimation de ce qui restera vraiment sur Viarmes? Mais en aucun cas, il y aura une présence inférieure sur Viarmes. C'est ça qui fera l'objet du projet de planning fait par le chef de police, et on fera évoluer les effectifs pour qu'à Viarmes, évidemment, le travail soit fait aussi. Il n'est pas question qu'on fasse des prestations de services ailleurs. Prestations de services d'ailleurs à l'euro près. Hein. Il n'y a pas entre guillemets, de bénéfices faits par la commune sur les communes voisines. Donc évidemment, il n'est pas question que Viarmes soit dépeuplé en police municipale pour aller faire des prestations de services. Donc ça fera partie de l'objet du planning et de la demande du chef de police. Mais du coup, on n'a pas 4 policiers municipaux. Si, ils sont dans nos effectifs, ils sont dans nos budgets pour l'instant. Oui, mais pas en fonctionnement. Ils ne seront pas à 100% chez nous puisqu'ils vont faire des prestations de services. Voilà. D'où l'embauche nécessaire pour répondre aux besoins et puis pour répondre à la présence aussi chez nous, bien sûr. Donc on a déjà eu la demande de l'Uzarches, etc., oui. Pour un nombre d'heures précis. Oui, on est aux alentours de 1600 en global. Voilà. Est-ce qu'on sait, sans parler est-ce qu'on sait sur le nombre d'heures global, le nombre d'heures qui restent à Viarmes, est-ce que ça représente Non, j'ai pas ça encore. Il reste encore 2 communes à rencontrer. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aura 4 policiers municipaux. Si, puisqu'on va embaucher. Ils sont dans l'effectif. Oui, mais puisqu'on va monter en puissance. On en aura 4 ou 5 ou 3. Et pour l'instant, on était à 2 plus un SVP. Les années précédentes. Puis on était même moins que ça à un certain moment. Et je vous rappelle que la moyenne nationale c'est pas en gendarmerie, c'est en police municipale en France, c'est de 1 policier pour 1000. Donc si on voulait juste être dans la moyenne, il nous en faudrait 5, rien qu'à Viarmes. Et là, je vous fais pas de dessin, on est à 4 pour cette commune. Donc c'est Grasse qui me disait qu'il fallait embaucher, donc on fera évoluer. C'est pas fixe tout ça. Hein. Secrètement d'ailleurs, si ça pouvait évoluer vers une vraie police intercommunale, ça serait mieux. Mais si déjà toutes les communes que j'ai contactées ont répondu présent, donc ils trouvent forcément un intérêt. J'espère bien que ça puisse monter en puissance et pourquoi pas devenir intercommunal sur les 19 communes, ce serait bien. Dans ce cas-là, le budget de la police municipale passerait au niveau intercommunal, ne serait plus porté par la ville de Viarmes. Mais il faudrait bien que quelqu'un paye, donc de toute façon, les communes contribueront. Mais on en reparlera régulièrement de toute façon au fur et à mesure des mois qui passent. Quand elle va être effective, on aura peut-être des points encore à passer. Notre convention, elle est passée. Nous, oui, au conseil municipal. Les 7 autres communes passent les conventions, parce que tout ça est très, très encadré, passent leurs conventions auprès de leurs conseils municipaux quasiment tout en mars. Donc une fois que tout le monde l'a fait, une fois que toutes les conventions sont signées, on peut démarrer. Voilà où on en est sur la police municipale. D'autres questions sur ce sujet-là? Olivier? Oui, je vois pas. Là, pour l'instant, on a 4 policiers municipaux et on anticipe déjà à recevoir des nouvelles personnes pour pouvoir embaucher par la suite. Là, on a déjà des rendez-vous prévus, on va recevoir des policiers municipaux et puis on va voir après par la suite. Mais on anticipe tout ça. N'oublie pas de prendre le micro aussi. Hein. Sylvie, si tu veux intervenir. Merci. Je peux juste dire une chose, c'est que je pense que d'abord, c'est bien que ce soit Viarmes qui soit à l'initiative de ce projet, parce qu'on sent quand même qu'il y a un réel besoin, et les autres communes avoisinantes ont été un petit peu réticentes pour partir en premier. Nous, on est partis en premier, parce que je pense qu'il fallait aussi montrer l'exemple en tant que
commune la plus importante en taille. Mais bien évidemment, je suis convaincu qu'il y aura besoin d'un peu plus de policiers. Mais si on arrive bien à s'organiser avec les autres, on ne devrait pas avoir un surcoût très important en fait. L'idée, c'est d'avoir une belle police professionnelle à un coût parfaitement raisonnable. Oui, oui, c'est l'objectif de tout ça. Hein. Alors, Olivier, oui. Olivier, je peux poser une dernière question sur la police municipale, mais pas sur l'effectif. On s'est doté d'un radar mobile. Est-ce qu'on a un retour sur l'efficacité du système de ils sortent contrôle souvent, de la vitesse quand je vois passer l'émission, ils sortent au moins deux ou trois fois par semaine avec le radar, oui. Ils font aussi beaucoup de contrôles en ce moment de confinement, enfin de couvre-feu. Mais oui. Et ça doit commencer à se savoir un petit peu parce qu'ils ne constatent pas de gros excès de vitesse. Alors je ne vous dis pas où ils sont, hein, parce qu'il faut que ça reste la surprise. Et puis ils changent régulièrement, je ne sais même pas d'ailleurs où ils vont. Ils vont sur les axes routiers. Déjà maintenant, ils sont présents jusqu'à 22h. Hein. Comme on a 2 équipages de 2, il y a une présence de matin jusqu'à 22h le soir. Là. Donc là, ils vont venir ils sont partis faire une ronde et puis ils vont passer nous dire un petit bonjour tout à l'heure. D'accord, merci. Ils font même des contrôles radar avec la gendarmerie, là ils en ont fait. Oui, ils font des patrouilles communes. Oui. Ils font beaucoup de missions communes d'ailleurs avec la gendarmerie. Hein. Au moins une par semaine, ils ont des missions communes avec les gendarmes. Oui. De plus en plus. Alors, section de fonctionnement toujours, et quelles sont nos dépenses maintenant prévues en 2021 ? Donc, présentation toujours par chapitre, les charges à caractère général, donc c'est tout, hein, les assurances, les essences, les tenues. Une augmentation de 3,08% en 2021 à 1 668 817. Les charges de personnel, nous l'évoquions à l'instant, une augmentation de 2,82% à 3 113 295. Je vous en parlerai un petit peu après dans le déroulé. Les charges de gestion à 622 716 € plus 5,71 €. C'est pareil, je vous ferai un petit commentaire après. Que dire d'autre ? Les intérêts de la dette, vous voyez, 4 627 €. Donc la dette n'est pas éteinte, on verra le chiffre tout à l'heure, mais elle est extrêmement faible. Les charges à caractère général, donc le paragraphe 3.2.1, l'évolution est de l'ordre de 3%. Augmentation de l'enveloppe budgétaire, principalement due au coût de frais de nettoyage des locaux à cause du protocole sanitaire, calculé à environ 90 000 €. Hein, encore un coût dû à la crise. Obligé de faire des passages de sociétés extérieures, montant estimé 90 000 €. Les charges à caractère général constituent aussi l'essentiel des dépenses d'activité de nos services municipaux et des demandes faites par les différentes commissions. Elles sont impactées par, comme toute activité économique, par l'inflation, mais qui est très faible évidemment chez nous depuis quelques années, le prix des combustibles et des carburants, les contraintes réglementaires liées à la maintenance et aux vérifications des installations, le poids des normes, l'indexation des prix, des contrats de maintenance des bâtiments et des équipements. Vraiment des charges, comme leur nom l'indique, à caractère général. Nous efforçons depuis plusieurs années de stabiliser ces dépenses courantes des services. Les efforts sont principalement concentrés sur les mises en concurrence, la mutualisation des moyens, la révision des contrats, la participation à des groupements de commandes. On verra tout à l'heure qu'on va participer à un groupement de commandes, je ne sais plus, avec le CIG pour le gaz peut-être. Pour le gaz ? Pour le cyber-risque, pas pour le gaz du tout, pour le cyber-risque. Tout faux. Voilà, donc on cherche vraiment, c'est un poste important dans nos dépenses qu'on cherche à maîtriser chaque année. Les charges de personnel, qui est le plus gros poste de dépenses pour notre fonctionnement, 52% environ de notre budget, ce qui nous laisse dans la moyenne des villes de notre taille. Augmentation prévue donc alors le chiffre que vous avez là, oui, 3,35%, mais c'est un pourcentage qu'on doit atténuer par la baisse de la prime d'assurance, donc le vrai taux d'évolution est de 2,82% sur les charges de personnel. Alors, comment ça s'explique cette évolution, que je trouve quand même raisonnable, 2,82 c'est contrôlé. D'abord la création de la police pluricommunale, qui induit des recrutements, la revalorisation annuelle des rémunérations et augmentation des charges sociales,
estimé à 2%, l'évolution de carrière des agents liée au statut de leur fonction, les avancements d'échelon ou de grade, les prévisions de promotion interne, l'évolution de carrière due à la valorisation des emplois, la provision de recrutement de personnel remplaçant sur certains pôles. Chaque année, on n'y échappe pas. Hein. Les gens qui sont sur le terrain, il peut y avoir des accidents et il faut bien prévoir des personnels remplaçants. Des remplacements pour des agents qui partent en retraite, le projet que nous avons chaque année, et on envisage de le reconduire cette année, les programmes Job été, et l'application de la deuxième partie de la revalorisation du régime indemnitaire qui avait commencé l'année dernière et que j'avais souhaité faire sur deux exercices. Ces dépenses supplémentaires sont compensées en partie par la baisse de recrutement des vacataires, ceux qui viennent en appoint de nos agents titulaires, notamment sur tous les services jeunesse. Donc le Covid fait qu'on a moins recruté de vacataires, départ en retraite d'agents déjà remplacés, et surtout, c'est important cette année, la clôture administrative de dossiers d'agents qui étaient toujours dans les effectifs, rémunérés pour partie. Et là, les dossiers donc, sont clôturés administrativement. Donc ils ne pèseront plus financièrement sur notre 0,12. Des questions sur les charges de personnel ? Les charges de gestion courante, elles regroupent le montant de toutes les indemnités allouées aux élus locaux, les contributions aux différents organismes. Alors il y en a un certain nombre. Il y a le CIVOM. Alors vous voyez un chiffre assez important de plus 12,5%. Le CIVOM, pour ce mandat-là, a deux gros projets. Sur le CIVOM, c'est le syndicat mixte géré à la fois par Asnières et Viarme pour ses équipements sportifs, puisque le Ravin à Tempête n'est plus géré par le CIVOM. Donc, principalement le foot et le tennis. Et sur ce programme, sur les 5 ou 6 ans qui viennent, sont prévus un 3e cours de tennis couvert et un terrain de foot synthétique. Probablement, en tout cas c'est en discussion, entouré par une piste synthétique d'athlétisme. Donc, c'est des projets qui sont tous très bien subventionnés, mais des projets, chacun s'élèvera aux alentours de entre 600 et 800 000 euros. C'est des gros chiffres, bien subventionnés. Mais évidemment, la contribution des communes sera quand même demandée et on commence dès cette année avec une augmentation de la contribution des communes, dont Viarme et Asnières également, dans les mêmes proportions, de 12,5%. Les charges de gestion courante, c'est aussi des indemnités, des charges versées au syndicat du collège de Montsou, au parc naturel régional, au chenil départemental, au SDIS, le service incendie, une somme coquette, mais ils en ont bien besoin, et ainsi que les subventions de fonctionnement des associations. Concernant les subventions en direction des associations locales, il n'a pas été prévu d'augmentation de l'enveloppe budgétaire ni de baisse. Les crédits en faveur de la Caisse des écoles seront portés à hauteur des besoins pour maintenir, comme chaque année, son équilibre budgétaire. Voilà, je vous ai retracé à peu près l'ensemble du fonctionnement de la commune. D'abord les recettes, puis les dépenses de fonctionnement. Est-ce que sur le fonctionnement global, vous avez des remarques ? Des questionnements? Donc la deuxième partie d'un budget municipal, ce sont les investissements. Les restes à réaliser constatés donc vont impacter notre budget 2021 pour un montant de 223 417. Là, nous sommes dans les recettes. Hein. C'est des subventions d'investissement à recevoir. Les autres recettes d'investissement, elles ne sont pas très nombreuses. On retrouve toujours les mêmes chaque année. L'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice précédent, qui était ici, que nous avons précisé tout à l'heure que nous allions verser l'investissement à la somme de 1 435 000 euros. Autre ressource, le fonds de compensation de la TVA, 390 000 euros. Quand nous faisons des dépenses d'investissement, nous payons la TVA, que nous récupérons chez GME, chez N+1 ou N+2, et pas en totalité, mais en grande partie. Donc 390 000 euros prévus en 2021. La taxe d'aménagement, 40 000 euros. Et la cession de 2 parcelles, ou d'une parcelle ou de 2 parcelles, au niveau de la rue de la Garenne, pour un produit de 278 000 euros. Certaines dépenses d'investissement donneront également lieu à des demandes de subventions.
notamment pour... Oui, pardon. Oui, j'ai une question à propos de la cession de la parcelle que vous dites à rue de la Garenne. Est-ce que c'est la bibliothèque ou est-ce que c'est la coulée verte? Ah, c'est la coulée verte? Pas parce que dans ce cas-là, c'est pas au 2 rue de la Garenne, c'est au 23. Par contre, c'est la bonne parcelle. Donc c'est bien D266, mais 23. On corrige, Maxime prend note. Merci. Donc d'autres dépenses vont donner lieu à des demandes de subvention, notamment l'enfouissement des réseaux rue de la Fontaine d'Amour, 76 000 € de subvention. Oui, c'est allumé. Voilà, pardon. Dans les dépenses d'investissement, si je peux faire un petit peu machine arrière, il y a une acquisition immobilière au secteur EHPAD de 450 000 €. Ça n'a pas été lu, les dépenses d'investissement, en fait, je crois. Oui, pardon. Oui, exact. J'allais y revenir. Oui, allez-y, je reviendrai dessus après. Sur quel point vous voulez intervenir? Alors, l'acquisition immobilière secteur EHPAD, si j'ai bien compris dans les explications que vous m'avez données au conseil précédent, il y a donc 500 000 € d'investissement pour l'annulation du bail amphithéotique, etc. Et à cela s'ajoutent les 450 000 € pour l'acquisition de la maison. La maison du directeur, dite du directeur. Occupée actuellement par le docteur Bellego, qui ne souhaite pas y rester, c'est ça? On n'a pas discuté encore, pas de commentaires. C'est ce que vous avez dit la dernière fois. Donc pas de commentaires sur ça aujourd'hui. On est à peu près à 1 million €. Oui, c'est l'ordre de grandeur. Voilà, d'accord. Donc je reviens sur cette partie-là, je suis directement parti aux recettes. Je vais rester sur les recettes si vous voulez bien, parce qu'on va se perdre. Je termine sur les recettes et avant les engagements pluriannuels, je reviendrai sur les dépenses. Donc le restaurant scolaire, on a dit 50 000 €, la police municipale, réhabilitation des locaux, le véhicule cynotechnique 25 000 € et la fibre noire sur la ville 28 000 €. Des demandes de subventions ont aussi été déposées en septembre dans le cadre du plan de relance de l'État pour les travaux de l'église. On sollicite une subvention de 287 000 €, ainsi que les travaux de création d'un réseau d'assainissement d'eau pluviale secteur Clémenceau-Pré-Fleury pour une subvention sollicitée de 103 000 €. Les subventions seront inscrites dès lors qu'elles seront notifiées, car nous ne sommes pas autorisés à notifier dans un budget des subventions si elles ne sont pas officiellement notifiées par les services. Alors, avant les engagements pluriannuels, donc je reviens sur les dépenses d'investissement. Donc les restes à réaliser s'élèvent à 908 749,25. Ce n'est pas tout à fait le chiffre que vous avez vu tout à l'heure. C'est parce que ce chiffre-là, les 908 000, sont les dépenses d'investissement brutes auxquelles doivent venir les subventions, les recettes d'investissement vont diminuer ce chiffre-là pour tomber sur le chiffre qu'on a vu tout à l'heure dans le résultat de l'année. Le programme donc se profile comme suit. Acquisition du fonds de commerce l'Atelier des Harmonies au 64 rue de Paris pour 20,9 000 €. L'acquisition secteur EHPAD pour 450 000 €. Les travaux d'enfouissement des réseaux de la Fontaine d'Amour, 403 000 €. Des travaux sur éclairage public, changement des candélabres rue de la Mardelle et allée des Jardins, 45 000 €. Une enveloppe pour la rénovation des lanternes d'éclairage public, passage au LED, 52 000 €. Les travaux d'agrandissement du restaurant scolaire, 610 000 €. Des travaux sur les pluviales, secteur Clémenceau-Pré-Fleury, 150 000 €. Au niveau du futur EHPAD, rue du Fréval, des travaux également sur les eaux pluviales. Extension des réseaux d'électricité et réfection de la voirie jusqu'à Gambetta pour un total de 854 000 €. La réhabilitation des futurs locaux de la police municipale, y compris le logement premier étage qui, lui, fera l'objet d'une recette puisqu'il sera mis en location. Le logiciel de gestion, le véhicule, l'armement, le matériel informatique, le mobilier, 136 000 €. La fibre noire, 90 000 €. Et la continuée, peut-être bien d'ailleurs la fin du programme ADAP au niveau du hêtre pourpre, 42 000 €. Quelques travaux sur les bâtiments scolaires, 39 000 €, et de l'acquisition de matériel et équipements nécessaires aux services et aux écoles, 75 000 €. Oui. Oui, j'ai une question à propos des eaux pluviales. C'est la commune qui s'en occupe? Il n'y a pas de syndicat là-dessus, l'interco? Non. D'accord. Alors, de mémoire, pour l'instant, c'est de compétences communales. Et au plus tard, mais Muriel me corrigera, en 2026, ça doit passer en compétences interco. Ça a été voté.
Si vous voulez... Non, simplement pour préciser qu'effectivement, ça avait été voté lors d'un conseil municipal pour donc décider de reporter à 2026 le transfert de la compétence. Donc probablement à la communauté de communes Carnel Pays de France ou un syndicat. Voilà. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ça reste la compétence pour l'instant communale. D'accord. Et deuxième question, le ravin de la tempête, maintenant, qui s'en occupe ? Le ravin de la tempête est un équipement qui appartient au CIVOM. Alors peut-être oui, alors j'avoue que je ne m'occupe pas du CIVOM, mais peut-être que le CIVOM a dû le transférer effectivement dans le cadre de GMAPI. Voilà, il a dû transférer effectivement cet équipement auprès du CIBABI, qui était anciennement CIABI. Ah, donc c'est un autre syndicat, ok. C'est pas un autre, c'est le même, mais il a migré, il a changé de conception. Je vous en dirai pas plus parce que je dirais des bêtises. D'accord. Bon, mais c'est pas la commune qui le récupère en tout cas, voilà. Pas du tout. Ok. Mais les pluviales coûtent très cher, c'est pas subventionné. C'est pour nous, à 100%, sur notre budget d'investissement. Ça coûte très cher. Et il y a beaucoup d'endroits dans Viarmes qui n'en ont pas d'ailleurs, encore. Les engagements pluriannuels envisagés. Donc on doit aussi vous présenter ce que l'on envisage comme gros investissements. Donc l'aménagement des espaces rue de Paris, le fameux secteur librairie, gendarmerie. Alors c'est vraiment des chiffres là envisagés. Travaillés déjà, mais envisagés, de 1 090 000 euros. La construction de gymnase, 5,6 millions. Nous sommes en toute taxe comprise. Le contrat d'aménagement rural, le quart, 2 opérations sont éligibles. Parmi tout ce qui est prévu chez nous, l'aménagement du secteur de l'étang et le futur centre technique municipal sont éligibles pour un total d'environ 2,8 millions. La tour du clocher, première phase, restauration de l'église, 1,9 million. Les travaux liés à l'étude sur la gestion des eaux pluviales, c'est une suite qui a déjà commencé cette année, 385 000 euros. Les travaux sur pluviales au niveau de l'EHPAD, 1,1 million. La voirie rue de la Fontaine d'Amour, 604 000 euros. Et la voirie rue de la République, 235 000 euros. Donc ce sont vraiment des montants estimatifs. Tout n'y est pas, parce qu'il y a certaines opérations où on n'a pas encore de chiffres et on est en réflexion, comme tout le secteur de l'ancien EHPAD, justement, où là, on n'a pas suffisamment travaillé sur les dossiers pour avoir quelque chose à vous proposer. L'endettement de la commune au 31 décembre 2021, il s'élèvera à 173 869 euros, à un taux fixe de 1,69, qui reste encore à courir pendant 6 ans, ce qui donne un ratio par habitant de 33 euros. Et derrière, on vous a mis le chiffre pour les villes de notre strate. Le ratio moyen pour des villes de notre taille est plutôt aux alentours de 979 euros par habitant. Donc on a un vrai levier financier possible. L'argent n'est pas cher en ce moment. On a des banquiers autour de la table, ils peuvent nous le confirmer. Peut-être pourra-t-il nous avoir des taux encore plus préférentiels. En tout cas, on a un vrai levier là financier qui va nous permettre de développer nos investissements en restant sur des endettements raisonnables. Notre capacité de désendettement, qui est le rapport entre l'encours de la dette et la capacité d'autofinancement brut, est de 2 mois. Ça veut dire que si on remboursait toute la dette en une seule fois, par rapport à ce qu'on dégage comme autofinancement, ça représente 2 mois de notre autofinancement. Les communes commencent à être mal notées quand elles ont une capacité de désendettement sur 10 ans. On a 2 mois, donc tout va bien de ce côté-là. Justement, pour terminer, la capacité d'autofinancement, donc c'est l'excédent résultant du fonctionnement et qui va nous servir à financer toutes nos opérations d'investissement. Elle est calculée par la différence entre les produits de fonctionnement et les charges réelles de fonctionnement. Donc le tableau que vous avez à droite, vous avez là encore 5 exercices pour comparaison. On ne s'intéresse qu'à la colonne de droite. Les recettes de fonctionnement 2020 devraient se trouver aux alentours de 6 258 000 euros. Les dépenses aux alentours de 5 035 000 euros.
soit un résultat de fonctionnement un résultat comptable de 1 223 000 euros. Si on retranche à ça les amortissements et le remboursement en capital des emprunts qui s'élève à 32 000 euros par an, on a une capacité d'autofinancement net de 1 304 000 euros qui va nous permettre de pouvoir financer nos investissements et de pouvoir aussi aller voir des banquiers en leur disant qu'on a une capacité d'autofinancement, on n'a pas d'emprunt, merci de nous accompagner dans nos projets d'investissement. Ça sert à ça, l'excédent de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions ? Qu'est-ce que je fais? On ne le vote pas, je mets au vote le fait qu'on a bien tenu un débat. Voilà. Est-ce que vous consentez à prendre acte que je vous ai présenté un rapport et que nous avons eu un débat sur nos orientations budgétaires? Qui approuve? Qui s'oppose? Qui est contre? Personne. Merci à tous. Alors, je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour sur les affaires générales. L'adhésion, on en parlait aussi tout à l'heure, à un groupement de commandes pour le cyberrisque. Les cyberattaques constituent un risque réel qui affecte les collectivités. Plus elles se numérisent, plus elles risquent d'être attaquées. Et nous détenons maintenant un certain volume de données sensibles qui pourraient être, par des malfaisants, être monétisées et revendues. Les conséquences de ces attaques peuvent être lourdes, que ce soit au niveau financier ou sur le plan pénal pour les responsables. Et le Centre intercommunal de gestion, CIG, Centre intercommunal de gestion, propose aux collectivités de participer à un groupement de commandes interdépartemental de gestion, propose aux collectivités de participer à un groupement de commandes pour les contrats d'assurance. La crise sanitaire qui nous joue des tours depuis 1 an bientôt a amplifié la recrudescence des cyberattaques à l'égard des entreprises et des administrations. Pour exemple, une région de l'Est de la France a été confrontée à des attaques de cybermalveillance de grande ampleur. L'assurance cyberrisque permet aux collectivités de s'assurer contre les conséquences, notamment financières, du risque. L'objectif est de permettre aux collectivités de confier l'organisation de la mise en concurrence sur un domaine très technique, donc à des gens qui connaissent, et d'autre part obtenir évidemment des coûts mutualisés. Pour bénéficier en amont de toute adhésion des propositions tarifaires obtenues par le biais de cette mise en concurrence, il est nécessaire que les collectivités donnent mandat au CIG pour délibération. Si, sans préalable, l'adhésion ne sera pas possible. Nous précisons que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. Cependant, des frais de procédure de mise en concurrence et les autres frais occasionnés pour le fonctionnement du groupement font l'objet d'une refacturation aux membres à hauteur de 820 € pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants. Donc l'objet du point actuel, c'est de nous donner l'autorisation d'adhérer à ce groupement de commandes. Est-ce que vous approuvez le fait qu'on se rapproche du CIG pour mutualiser les coûts et prendre une assurance contre les risques? Qui approuve? Unanimité. Personne ne s'oppose, personne ne s'abstient. Merci à tous. Michel, je te passe la main pour la convention avec France Régie. Le bulletin municipal, la source viarmoise, est publié 3 fois par an et l'impression de ce magazine est entièrement financée par la publicité. Le démarchage et la régie publicitaire sont gérés par la société France Régie Édition. Cette convention étant arrivée à son terme pour 2020, il y a lieu d'en rédiger une nouvelle qui fixera les termes de la collaboration entre France Régie Édition et la mairie de Viarmes pour les parutions de l'année 2021. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Quelqu'un a-t-il des questions sur ce point? Nous, on travaille avec eux depuis un certain nombre d'années maintenant. Hein. Oui, tout à fait. Déjà les années précédentes, on travaillait avec France Régie. De même pour le distributeur, on a continué avec Champard. Très bien. Qui approuve? Oui, une question.
c'est quoi les nouvelles conditions de la convention, pardon? Non, ce sont exactement les mêmes. On a repris exactement les mêmes termes. D'accord, merci. Voilà. On était en train de voter. Qui approuve? Je vais vous demander de relever le bras, s'il vous plaît. Merci. Unanimité. Oui, Dominique. Il faut que tu prennes un micro, Dominique, s'il te plaît. Sur le paragraphe précédent, parce que tu nous as fait voter pour adhérer au groupement de commandes. Mais regarde, il y avait 2 paragraphes en particulier. T'autoriser à signer la convention, ça allait avec, ou bien il faut le faire aussi? Oui, c'est l'adhésion au groupement. Ouais. D'accord. Choix des séjours de printemps 2021. Sarah, s'il te plaît. Pour l'année 2021, il est envisagé, sur proposition du service enfance-jeunesse, un séjour fin avril en faveur des enfants viarmois âgés de 6 à 15 ans. Si ce séjour n'était pas complet avec les enfants viarmois et afin de couvrir les frais fixes inhérents au nombre de participants, celui-ci serait proposé aux enfants des communes extérieures dans la limite des places restantes. Il s'agit d'un séjour pour la période du samedi 24 avril au dimanche 1er mai 2021 dans les Vosges, au centre de vacances La Moselaine à Gérardmer. Donc pour les 6e et les 3, enfin de la 6e à la 3e, il s'est limité à 10 places. Il y a 3 séances VTT avec un moniteur brevet d'État, une journée avec la protection civile, une séance de kayak ou découverte en bateau solaire, une demi-journée au parc aventure Acrosphère, une séance de tir à l'arc et une sortie à la rencontre d'un artisan de la vallée des lacs. Pour les petits CP, CM2, limité à 15 places, 3 séances VTT avec un moniteur brevet d'État, une journée de randonnée à la découverte des Vosges, une séance de kayak ou découverte en bateau solaire, une demi-journée atelier cerf-volant ou fusée et une sortie à la rencontre d'un artisan de la vallée des lacs. Le prix du séjour est de 750 € par enfant, dont 40% à la charge de la commune, 300 €, et 60% à la charge des familles, 450 €. Et 100% pour les familles extérieures de la commune, donc ça ferait 750 €. Correspondant aux frais de transport, à l'hébergement en pension complète, aux activités organisées pour ce séjour et à l'encadrement des enfants. Le montant total du séjour s'élève à 13 410 €, auquel il faut ajouter le coût de l'équipe encadrante d'environ 1 540 € pour 4 agents, le coût du transport d'un montant de 3 800 €, soit un total de 18 750 €. Toutes taxes comprises pour 25 participants. Les conditions d'annulation sont stipulées. En cas d'annulation du séjour d'un enfant confirmé dans l'effectif, hormis pour raison médicale dûment justifiée par certificat, il sera retenu à la famille une somme sur le prix du séjour de la manière suivante. À partir de 30 jours avant le départ, le premier versement du montant de l'inscription sera retenu. Entre 24 et 15 jours avant le départ, 70% du montant total du séjour. Entre 14 et 2 jours avant le départ, 80% du montant total du séjour. Et moins de 2 jours avant le départ, 100% du montant total du séjour. Alors évidemment, il y a les conditions Covid-19, parce que vous doutez bien que, vu la pandémie, voilà. Donc en cas de restrictions liées à la crise sanitaire actuelle, le projet pourra être reporté jusqu'à fin novembre 2021. Néanmoins, si ce report est inenvisageable, un remboursement total par l'Office départemental des centres de vacances et de loisirs, l'ODCVL, sera effectué si une des conditions suivantes est justifiée. Une fermeture administrative du centre d'accueil, une décision départementale formalisée par arrêté préfectoral, une situation Covid-19 au sein du groupe d'enfants interdisant administrativement son déplacement. Il est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec l'ODCVL fixant les modalités financières de l'organisation du séjour et d'arrêter la participation des familles dont le règlement pourrait s'effectuer en 2 mensualités. Le séjour, je finis juste voilà. Le séjour, le slogan c'est « Je vois la vie en Vosges ». Voilà, et aujourd'hui j'ai déjà quelques chiffres si ça vous intéresse. Oui, question Oui, une question.
Si annulation pour raison médicale, donc il n'y a pas de frais, mais les frais existent, ils sont pris à la charge, enfin ils sont à la charge de la mairie, ils sont à la charge de qui? Oui, à la charge de la mairie. Donc la mairie n'a pas souscrit d'assurance? Il y a une assurance. Si, non, mais c'est à la charge de la mairie. Enfin, on ne demande pas aux familles, c'est la mairie, mais c'est l'assurance de la mairie qui va prendre en charge. Pour raison médicale? Non, normalement, enfin, je crois que... Oui, il me semble, oui. C'est étonnant. En fait, l'assurance, c'est la personne qui s'assure. L'enfant ne vient pas. Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît, madame? Il est dit... Voilà, d'un enfant confirmé dans l'effectif, hormis pour raison médicale, dûment justifiée par certificat, il sera retenu à la famille. Hein. Donc ça veut dire que pour raison médicale, il n'y a pas de frais. Bah oui, c'est ça. Mais les frais, ils existent quand même. Je veux dire, l'organisateur, il prend des frais. Donc les frais restent à la charge de qui? L'assurance de la mairie ou là? Oui, c'est l'assurance. Si, je reste. Donc là, c'est les participants qui s'assurent, c'est pas la mairie? Non, c'est l'assurance de la mairie. On est bien d'accord, non? Oui. J'en sais rien, bon, pour vérifier. Non, ça me semble étonnant. Mais à vérifier, je veux bien. Oui. Bah, on va vérifier. Merci. On vérifiera, on vous fera un retour. D'autres questions sur ce point? Eh bien, oui. Qui approuve le choix des séjours et l'organisation pour le séjour été 2021? Merci à tout le monde. Alors, un petit peu de ressources humaines. Création d'un poste d'adjoint d'animation principal 2e classe suite à un avancement de grade. Depuis le 1er janvier de cette année et suivant la mise en place des lignes directrices de gestion, il n'est plus nécessaire de présenter le tableau d'avancement de grade annuel à la commission administrative paritaire. En effet, les lignes directrices de gestion permettent une évolution de carrière équitable entre les agents selon un ensemble de critères qui sont définis par nous-mêmes, l'autorité territoriale, à savoir l'ancienneté, le niveau de poste et des missions ou tâches dévolues, la cohérence dans l'organigramme fonctionnel, la manière de servir et l'impact budgétaire. Le tableau d'avancement de grade est arbitré par le maire avec les dates d'application. Certains avancements requièrent la création du poste qui n'existe pas au tableau des effectifs afin de pouvoir nommer l'agent dans ce nouveau grade. La création de poste étant du ressort du Conseil, il est demandé à l'Assemblée de modifier le tableau des effectifs afin de permettre l'avancement de grade en transposant le poste selon l'évolution de l'agent comme suit. Dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation, transposition donc évolution d'adjoint d'animation à adjoint d'animation principal de 2e classe. Ça concerne un poste et le service enfance-jeunesse. Nous validons. Je vous le soumets au vote. Qui approuve la création de ce poste? Merci. Oui. C'est bon. Ok. Unanimité. Merci. Et enfin, le complément à la délibération 97-2020 portant sur la mise en place du compte épargne-temps afin de prendre en compte le décret numéro 2018-1305 qui modifie le décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique et sur remarque du CIG. Il est souhaité que les précisions ci-dessous soient mentionnées par délibération. L'intégration directe en cas de mobilité à l'occasion desquelles l'agent conserve le bénéfice des droits acquis au titre du compte épargne-temps et en cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre du compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation au bénéfice des ayants droit. Il convient au Conseil municipal de voter un complément à la délibération numéro 97-2020 qui portait sur le compte épargne-temps. Donc c'est une précision qui nous a été demandée par le CIG. Des commentaires sur ce point? Je mets au vote. Qui approuve? Merci. Unanimité. Merci à tous. Alors nous avons terminé notre ordre du jour, la note de synthèse, et nous allons passer aux questions. Alors, est-ce que vous avez les... Donc les questions du groupe d'opposition, mais sinon ça va me revenir.
Alors, vous nous avez posé des questions pour le groupe d'opposition nous a posé des questions pour le conseil municipal de ce soir. Je vous demanderai de tâcher de respecter les dates limites qui sont notées dans le règlement intérieur pour nous envoyer vos questions. Mais je vais quand même donner réponse. Hein. Il me semblait que dans le règlement extérieur, c'était 24 heures 48 heures. 48 heures avant. Désolé. On répond quand même aux questions, mais si on peut respecter les règles, ce sera mieux. Merci. Alors, les questions. La première question concerne les jumelages. Merci Muriel. Donc, vous souhaitez avoir le règlement intérieur avant le conseil de ce soir. Donc, le règlement intérieur de quoi? Micro, s'il te plaît. Je vous ai mis que la question portait sur les comités de jumelage. Alors, les comités n'ont pas de règlement intérieur, c'est des commissions municipales. Donc, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de règlement intérieur, ça n'existe pas. Lorsque vous nous avez convoqués, il me semblait que vous aviez un règlement avec vous. À la réunion où on s'est vus ensemble? Non, c'était le règlement du conseil municipal que j'avais. D'accord. C'est le règlement du conseil. D'accord. Donc pas de règlement intérieur, donc je ne peux pas vous le transmettre. Faire modif, nomination et pas élection, président pas vice-président. Donc comme il est dit dans le règlement du conseil municipal, donc le président du comité de jumelage est nommé par le maire, ce qu'on a fait, donc en la personne de Sarah. Et nous avions convenu, et ça, Sarah, il faut qu'on avance là-dessus, de refaire un point final avant de mettre en place définitivement pour le mandat le comité de jumelage de Morcotte. Et vous soulignez les anciens membres qui peuvent faire partie du jumelage. Oui, ils le peuvent. Ils seront nommés par le maire. C'est décision du maire, les membres extérieurs. C'est comme ça dans le règlement du conseil municipal. Donc oui, les anciens peuvent très bien siéger, il n'y a pas de problème. D'accord. Après, est-ce qu'ils le souhaitent ou pas? Il faudra qu'on verra ça. On verra ça quand on va faire la réunion suivante, comme on avait convenu, je crois, le 5 février, déjà, ou je ne sais plus quand est-ce qu'on s'est vu, il faut qu'on refasse un point là-dessus. Définitif, celui-là, parce qu'il y a trop longtemps qu'on en parle du comité de jumelage, il faut qu'il se mette en ordre de marche. La deuxième question concernait le gymnase. Alors, vous demandez si une étude a été faite pour rénover le gymnase actuel et prévoir plus de créneaux disponibles pour les associations et les scolaires. Non, aucune étude n'a été faite sur l'ancien gymnase. Ce que je sais, c'est que c'est une véritable passoire écologique, qu'il a totalement fait son temps, que la coque n'est plus bonne, qu'elle n'est plus aux normes, et que, à l'heure où on en parle là, ma position est que, en termes de coût de fonctionnement, c'est une folie d'avoir 2 gymnases. Donc je sais que c'est un bruit qui court, on pourrait garder l'ancien, ne pas faire le nouveau éventuellement, rénover que l'ancien. Il n'est pas aux normes, il n'y a pas de handball dedans, parce qu'il est trop petit. Donc il a totalement fait son temps, il date des années 80 ou 60, je n'ai pas la date exacte, mais enfin c'est... Donc aucune réflexion n'a été menée pour le remettre en état de marche. Ma position à moi, c'est qu'il faut le mettre par terre. Ensuite, on aura des contraintes de toute façon de déconstruction parce qu'il y a de l'amiante, il y a un coût. Je suis pas. Enfin, toutes les discussions sont encore sur la table sur ce point. Ma position à moi, c'est ça, c'est de faire un gymnase moderne et neuf dans toutes les normes possibles et imaginables pour que tous les sports puissent se pratiquer et de mettre par terre l'ancien. Ensuite, vous demandez où se situera le parking des professeurs pendant les travaux. Plusieurs possibilités, ou les anciens terrains de tennis, ou bien l'ancienne piste d'athlétisme. Mais il y aura un parking pour les profs, pas d'inquiétude, mais l'endroit n'est pas encore totalement déterminé parce qu'on ne le connaît pas. Vous souhaitez savoir si le plateau extérieur sera conservé. Il sera non seulement conservé, mais il sera refait. Parce que je pense qu'il souffrira des travaux. Comme il va servir certainement de base-vie pour les véhicules, je pense qu'il va être un petit peu mal en point, donc il sera revu et corrigé. Ensuite, vous souhaitez poser une question sur le local de l'opposition. Donc, alors vous mentionnez l'article
21-21-17, je pense que vous voulez parler du 21-21-27 parce que le 17 concerne le quorum qui doit être atteint pour que le conseil municipal puisse se tenir et avoir des votes valides. Donc c'était, j'imagine, le 21-21-17. Le 27, pardon. Oui. J'ai peut-être fait une erreur. Oui, non, mais c'est pas grave, on la corrige. On en fait tous. Alors, quel est votre souhait, quelle est votre question exactement sur ce point-là? Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? C'est juste une question, effectivement. Compte tenu qu'on a un local entre 19h et minuit, on n'a pas accès aux services de la mairie du tout à ces horaires-là. Alors, moi je ne souhaite pas que vous ayez accès aux services de la mairie, parce que ce n'est pas votre rôle. Si vous avez des questions à poser sur des dossiers différents, sur lesquels vous souhaitez vous renseigner, vous avez les élus qui sont là, vous posez les questions aux élus ou au maire. Les services sont surchargés de travail. Il n'y a pas de raison que vous vous adressiez à eux pour avoir des explications diverses et variées. Pour ça, vous me posez les questions, vous posez les questions aux élus en charge du dossier. Maintenant, là, vous bénéficiez, je crois que réglementairement, ça doit être minimum 4 heures par semaine, avec 2 heures en heure ouvrable, que vous n'avez pas actuellement, les heures ouvrables. Par contre, vous avez 4 créneaux de 4 ou 5 heures, de 19h à minuit sur 4 jours dans la semaine. Moi, je ne suis pas opposé à ce que vous ayez des heures ouvrables, mais ça sera un créneau dans la semaine, le mercredi après-midi. Ça peut être du 16h, 16h, ça fait quoi, 4 heures, 16h, 20h. C'est à vous de voir. Vous revenez vers moi, vous me direz, on peut faire une modification dans le règlement intérieur du conseil, mais là, vous avez 16 heures, vous aurez 4 heures par semaine. Voilà, on peut en discuter, vous pouvez venir me voir sur ce sujet. Et voilà, j'en ai fini avec vos questions. J'en ai fini aussi sur le conseil municipal de ce soir. Est-ce que certains d'entre vous ont des interventions à faire, ou est-ce que des adjoints ont un point à faire sur les animations à venir oui. J'ai simplement une question pour Monsieur Martin à propos des graffitis, savoir comment ça évolue. Merci. Il maîtrise le dossier. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce sujet. Ce sont des dessins qui ont été découverts au 10 rue du Gaudron, des dessins réalisés au graphite, probablement autour de 1914. Donc sur les différents murs de cette maison, qui en fait est en rénovation, en réhabilitation, on trouve plusieurs panneaux sur lesquels on a des portraits de femmes, des portraits de soldats, et il y a aussi des dessins animaliers. Alors plusieurs personnes se sont déplacées pour voir ces dessins, notamment une conservatrice du Louvre, Monsieur Gentilly, une personne du PNR, d'ailleurs vous-même étiez présent, je crois. Ils ont constaté que ces dessins avaient un certain intérêt, et donc on a décidé effectivement de déposer, c'est le terme qui est employé, on va déposer un certain nombre de panneaux qui représentent un certain nombre de portraits et de dessins. On a pris contact avec une Madame Françoise Joseph, qui va déposer, c'est son métier, qui va déposer ces panneaux. On a eu les premiers devis, et une partie de ces panneaux seront pris à la charge de la mairie et une partie à la charge du musée. Donc les travaux de dépose pourraient démarrer dans les 2 mois. Voilà, merci Pascal. Oui. Michel, non. Dominique, rien sur les jumelages, hein, tout c'est au point mort puisque plus rien ne se passe. Sylvie, tout va bien. Il n'y a qu'un bouton, tu ne peux pas le rater. Oui, mais il est gros. Samedi, on organise un chantier participatif à la potagère
pour réaliser un composteur destiné à être partagé par la population. Donc on attaque une première phase de construction samedi et 2 semaines plus tard, si tout va bien, si on ne nous confine pas, le 20 mars, nous lancerons l'opération composteur, démarrage du composteur et animation pour les petits et les grands. Ça, c'est la première chose. Et nous sommes en train d'organiser également, avec la commission environnement et les 5 communes, une journée que nous espérons pouvoir valider. On en saura aussi un peu plus ce week-end. Le 11 avril, un dimanche matin, nous organisons la journée citoyenne de la propreté qui va s'organiser avec nos 5 communes et donc qui sera organisée sur la place du marché. Des équipages partiront du collège et nous aurons également la commune de Bellois et de Saint-Martin qui viendront nous rejoindre. En fait, ils partiront de leur commune pour faire du nettoyage et ils descendront nous rejoindre sur Viarmes en jonction. Donc ça va être un événement qui peut être fort sympathique et fort efficace. Et voilà. On vous en dira plus, j'espère, bientôt. Merci Sylvie. Didier, rien de particulier? Tu veux peut-être parler commerce un petit peu? Oui, PM c'est déjà fait. Commerce, nous on travaille sur la fête des commerçants, la dizaine des commerces au mois de juin, avec comme thème l'objet insolite. Cette année, ça sera sur les associations, donc ça sera au mois de juin. Et on travaille dessus actuellement. Donc ça s'est déjà fait en 2019. Nous avons travaillé avec l'UCAV. Cette année, l'UCAV ne souhaite pas travailler avec nous, avec la mairie, pour cette dizaine. C'est un peu dommage, mais bon, c'est leur choix. Donc voilà, on travaille là-dessus. Ça sera donc lieu au mois de juin. Merci Didier. Tu peux aussi préciser que tu as fait visiter ce matin quelqu'un pour le local que nous avons préempté. Bon espoir que quelques semaines ou quelques courts mois, si ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe pas mal. On attend leur retour. Et puis le 9 rue de Paris, ça devait être fini il y a 15 jours, donc j'attends. Michel. Source paraîtra vers la mi-mars. Voilà. Court et efficace. Un point sur lequel je pourrais peut-être vous entretenir un petit peu, c'est la vaccination. Parce qu'il y a beaucoup de demandes des Viermois. Ici même devrait peut-être éventuellement se tenir un centre de vaccination. C'est pas la mairie qui mène la danse, évidemment c'est pas la mairie, c'est pas encore moins le maire qui décide de faire un centre de vaccination, c'est sous la direction du préfet, des ARS, et en plus maintenant c'est carrément notre intercommunalité qui s'en occupe. Donc a priori si le préfet décide de multiplier les centres de vaccination parce qu'il y aurait une montée en puissance et des doses disponibles, s'il devait y avoir un centre de vaccination au niveau intercommunal, c'est à la salle Saint-Louis qui se tiendrait. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne maîtrise absolument pas la situation. La salle, si ça dure longtemps, il faut savoir que la salle Saint-Louis risque d'être empruntée longtemps. Mais il y a une forte demande. Voilà. Autre commentaire là-dessus, il y a 2 médecins de Viarmes actuellement qui commencent à vacciner sur le vaccin AstraZeneca. Donc si vous avez je sais comme ce vaccin-là a été assez décrié dans les dernières semaines, je crois qu'il n'y a que 20% des doses disponibles en France qui ont trouvé preneur. C'est quand même malheureux, alors qu'on a du mal à avancer dans le plan de vaccination. Donc si vous avez des gens à partir de 51 ans jusqu'à 64 ans qui ont des comorbidités, obésité, diabète, ce genre de choses, qui se rapprochent de leur médecin parce qu'ils peuvent se faire vacciner. Et depuis aujourd'hui, ceux au-dessus de 65 ans aussi peuvent tous se faire vacciner par le vaccin AstraZeneca. Donc ça vaccine à Viarmes désormais et je sais qu'ils cherchent éventuellement des gens à vacciner. Parce que c'est compliqué, c'est des flacons de 10 doses et les 10 doses doivent être injectées dans les 6 heures. Donc il faut avoir les 10 patients avant de commencer à entamer un flacon. Donc c'est pas facile à utiliser.
Voilà pour la vaccination. Merci à tous. Pas de regrets. Bonne soirée. Et on se revoit le 1er avril pour le vote du budget. On se revoit bientôt. Je suis désolé, mais le début d'année, en général, c'est mangeur en temps et en conseil du fait des travaux budgétaires. Donc vote du budget le 1er avril. Et une commission finance se tiendra d'ici là. Merci.